Bonjour à tous, bienvenue à notre événement en partenariat avec le pôle Aerospace Valley, le potentiel des entreprises du spatial. Je m'appelle Maximilien Naïradou, je suis le directeur général du pôle Finance Innovation et on est fiers de vous présenter cet événement en partenariat avec le pôle Aerospace Valley. En fait, cet événement se situe dans le cadre d'un projet européen qu'on fait avec le pôle Aerospace Valley, le projet UFO. Dans le cadre de ce projet, l'Europe, donc, qui a financé énormément d'investissements en termes de photos satellites, donc donne des subventions publiques pour que les startups testent ces photos pour créer des nouveaux produits. Et nous, on s'est mis, le Finance Innovation, on s'est mis sous l'angle donc immobilier, assurance, logistique, donc tous les liens avec le financement de la logistique, donc tous les liens avec notre écosystème Finance Innovation. Et donc, dans ce cadre-là, donc des grandes de 30 000 à 100 000 euros seront financées. Donc, je crois qu'il y a une première vague qui a déjà été faite, une deuxième vague qui va être faite très prochainement. Et pourquoi donc cet événement? Car en fait, le but, c'est que ces projets qui vont être financés trouvent ensuite des investisseurs privés, donc qu'il puisse y avoir au début du seeding de l'argent public et ensuite des investisseurs privés. Donc, on a demandé à Blackfin de venir nous parler de ça. Descartes Underwriting, qui est évidemment une entreprise potentiellement qui pourrait utiliser ce type de grant et puis qui est déjà bien en avance dans le domaine. La Caisse des dépôts, financeur, et notre partenaire et ami Philippe Latteste d'Aerospace Valley qui va nous présenter l'écosystème. Je vous laisse durant cet événement. Donc, merci à tous de venir y assister. On le rediffusera aussi pour ceux qui malheureusement sont absents. Et donc, merci à tous et bonne matinée, long webinaire. Au revoir. C'est toi, Philippe. Bonjour à tous, donc je suis Philippe Latte, en charge des affaires spatiales au pôle Aerospace Valley. Donc le pôle Aerospace Valley regroupe en fait l'essentiel, on va dire, des entreprises, des acteurs français du spatial, à peu près une grosse moitié, voilà. Donc merci à toute l'équipe Finance Innovation pour l'organisation de cet événement. Alors, effectivement, cet événement est très important parce que donc vous savez tous que le spatial est en plein chambardement. Il n'est pas un jour où on entend parler effectivement de nouveautés, de nouveaux projets, tous plus ambitieux les uns que les autres. Ça se traduit de façon très concrète, je dirais, par un nombre très important de créations d'entreprises, dont certains ont très fort développement. Donc, ça en avait une autour de la table. Donc, l'objectif de ce séminaire aujourd'hui, c'est vraiment quelque chose d'un peu introductif, c'est d'essayer d'expliquer, de vous expliquer qu'est-ce qui se passe dans le spatial, pourquoi c'est en train de changer, pourquoi il y a des opportunités très intéressantes, et un peu quels sont aussi les métiers, parce qu'on voit qu'il y a plein de choses très différentes derrière le mot spatial. Donc, on va essayer d'être le plus didactique possible. Et donc, dans cette présentation, je serai accompagné d'Emmanuel Passili, de la Caisse des dépôts, qui viendra expliquer comment le spatial peut aider au développement des collectivités, notamment sur les volets développement durable, et de l'entreprise Descartes Underwriting, avec Sébastien Piguet, et du fonds Blackfin, qui, je crois, est un des actionnaires de Descartes, avec Julien Creuset, qui s'exprimeront à la fin pour illustrer un petit peu ce que je vais essayer de vous brosser. Et bien entendu, c'est quelque chose qui est, comme on essaie d'être très synthétique, c'est pas complet, bien évidemment. Donc derrière, ce qu'on espère, c'est qu'on va démarrer une dynamique et on sera évidemment à votre disposition pour travailler de façon plus précise pour les gens que ça puisse intéresser. Voilà, donc voyez-le effectivement comme un élément de vulgarisation, de prise de connaissance, voilà. Voilà. Et donc on aura, j'espère, on va essayer de faire en sorte qu'on ait un quart d'heure de questions à la fin. Voilà, et après vous aurez nos coordonnées, donc on pourra itérer, voire organiser des événements spéciaux si nécessaire. Voilà, donc on va parler du potentiel des entreprises du spatial. Alors, je vais essayer d'expliquer qu'est-ce qui se passe dans le spatial maintenant et pourquoi on est arrivé là. Alors, le spatial, ça fait quand même maintenant une bonne 80 ans ou 70 ans, pardon, que tout ça a commencé. Mais finalement, on voit une explosion de ces marchés que très récemment, on va dire depuis une petite dizaine d'années. Alors, l'origine de tout ça, quand même, pour bien que se vienne, ça vient d'un transfert des activités de la NASA. C'est-à-dire que la NASA, dans les années
dans les années 2000-2005, elle a considéré qu'elle pouvait, pour des tas de raisons, dont d'ailleurs les catastrophes de Challenger, enfin des navettes spatiales, elle pouvait transférer au privé une partie de l'activité, notamment tout ce qui est lancement. Et donc, en fait, la NASA a lancé un programme de privatisation, quelque part, de son activité, avec énormément d'argent à la clé, avec des transferts technologiques aussi, chose qu'on oublie un peu, mais voilà. Et donc, du coup, qu'est-ce qui s'est passé? Il y a des nouveaux acteurs, dont SpaceX, par exemple, mais ce n'est pas le seul, qui finalement ont vu là-dedans des opportunités assez importantes et surtout, en fait, de développer une industrie en ne partant pas de zéro et en étant accompagné quand même par beaucoup d'argent public américain. Même si aux États-Unis, effectivement, c'est une forme un peu différente, puisqu'on est plus sur de l'achat public, de l'achat innovant ou de l'achat de services, plutôt que sur de la subvention de projet. Et du coup, ces nouveaux acteurs, donc le plus connu, c'est SpaceX, hein, mais encore une fois, ce n'est pas le seul. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont pris cette compétence et par contre, ce qu'ils ont amené, c'est des capacités d'industrialisation. Ils ont amené de l'argent supplémentaire avec des effets de levier privés. Et donc, du coup, ils ont industrialisé l'activité de lancement. Et cette industrialisation des activités de lancement, qui a été encore une fois fort soutenue aussi par la défense américaine, par exemple, etc., elle a abouti, elle continue à aboutir par une réduction extrêmement forte des coûts de lancement. C'est-à-dire les coûts pour mettre 1 kilo en orbite baissent en gros entre 10 et 15% par an. Voilà. Donc le leader là-dessus, effectivement, ça a été SpaceX. Donc, premier phénomène, réduction très importante des coûts de lancement et réduction qui continue à se produire. Hein. Donc, j'en reparlerai peut-être. On est toujours dans une phase de réduction très forte. Alors, pour vous donner un petit exemple, SpaceX, en fait, ils ont un moteur sur leur fusée qui est toujours le même, donc qui est complètement industrialisé, qui s'appelle les Raptor. Et aujourd'hui, ils sortent un Raptor tous les 2 jours. Donc, vous voyez, on est passé d'un truc complètement sur mesure à vraiment quelque chose qu'on peut qualifier d'industriel, même si on n'est pas encore au niveau des voitures, etc. Mais on est quand même dans de l'industrialisation. Donc, premier facteur, c'est cette industrialisation des lancements. Alors, juste pour illustrer, hein, ça, c'est le coût de lancement. Alors, ça, c'est du vol habité, mais peu importe. Vous voyez les réductions de coûts entre la navette spatiale, par exemple, et le dernier vaisseau de SpaceX, là, qui est le Dragon. Ça, c'est sur les vols habités, mais bon, c'est juste pour illustrer les baisses des coûts. Voilà. Alors, tout ça, ça a été possible avec beaucoup d'argent public. Et là, c'est venu des États-Unis. Pourquoi? Sans rentrer dans les détails des coûts, regardez sur les budgets spatiaux gouvernementaux. Donc, les États-Unis, ils écrasent tout le reste du monde. Et donc, du coup, rien d'étonnant à ce que tout ça, ça vienne initialement des États-Unis. C'est-à-dire qu'il y a eu quand même il y a eu et il continue à y avoir de l'argent public aux États-Unis de façon extrêmement importante. Donc, ceci explique aussi cela. Voilà. Donc, par rapport à ça, nous, en Europe, on est vraiment très, très loin derrière tout ça. Et surtout avec des modalités d'intervention, peut-être on en reparlera à la fin, des modalités d'intervention qui restent des modalités d'intervention sur du financement de l'innovation et pas sur de l'achat de services. Donc, du coup, ça veut dire des agences qui continuent à être très intrusives dans la façon dont sont faits les satellites, etc., ce qui n'est plus du tout le cas aux États-Unis. Voilà. Alors, la seconde rupture, c'est les évolutions technologiques. Alors, notamment au niveau ce qu'on appelle les nanosatellites. Alors, nano, ça veut dire très petit. Les nanosatellites, c'est un truc qui a été inventé il y a une vingtaine d'années, initialement par les universités. Et puis, avec les développements technologiques, avec des nouvelles méthodes pour rendre robustes des microprocesseurs en orbite, etc., on arrive à faire aujourd'hui avec des petits satellites. C'est-à-dire, quand je dis petits satellites, c'est on va dire, entre un carton à chaussures et un frigo. Avec ces tailles-là, on arrive à faire des choses qu'il y a 10 ans, on faisait avec des satellites qui étaient gros comme une voiture. Donc voilà, ça donne des idées d'évolution de la technologique. Alors, effectivement, donc là, pareil, on a eu effectivement des réductions de taille, d'où
une miniaturisation des satellites, d'où une facilité d'industrialisation, parce que comme ils sont petits, ils sont beaucoup moins chers, donc du coup, il y a plus de place pour des marchés potentiels, donc il y a des gens qui les ont industrialisés. Comme ils les ont industrialisés, on le voit là, ça a conduit à une réduction des prix de ces satellites très importante et qui continue encore, et aussi il y avait des facilités de développement de ces satellites, c'est-à-dire que là où il y a 10 ans, quand je voulais un satellite, il fallait que je m'adresse à un grand industriel qui faisait une analyse complète, etc., et qui ensuite me faisait de l'ingénierie, et tout ça, ça durait des années. Aujourd'hui, il y a des gens qui fabriquent à qui je peux m'adresser en leur disant, moi, j'aimerais mettre une caméra ultraviolet en orbite, et j'aimerais qu'il y ait 10 satellites, etc., et tu t'occupes de tout. Et en fait, il y a des entreprises aujourd'hui qui ont cette capacité de vraiment développer rapidement des satellites pour des missions particulières à des prix et à des délais très bas. Donc tout ça, cette réduction des prix, cette facilité de développement, ça a conduit à une explosion du nombre de satellites, je vous le montrerai après, une explosion du nombre de satellites. Du coup, qui dit explosion du nombre des satellites, dit ces satellites, en fait, ils servent à essentiellement récolter des données ou à faire des télécommunications, etc. Donc du coup, comme j'ai beaucoup de satellites, j'ai énormément de données, de plus en plus de données, des données d'observation de la Terre, des données qui sont de plus en plus précises, qui sont de moins en moins chères, et puis qui sont de plus en plus nombreuses. Donc comme j'ai de plus en plus de données, que ces données sont de moins en moins chères, et ben en fait, qu'est-ce qui se passe? C'est qu'il y a des entreprises qui ont, et Sébastien, je pense, nous en parlera, qui en fait utilisent toutes ces nouvelles données pour des nouveaux services, pour inventer des nouveaux services. Alors là, que ce soit des services de télécommunication, des services de localisation pour permettre à la localisation plus ou moins précise, et puis des services autour de toute l'observation de la Terre, qui est un champ en très fort développement sur lequel je ferai un petit zoom à la fin. Donc finalement, ce sont ces deux, en simplifiant, ce sont ces deux évolutions qui conduisent à la situation actuelle, qui est quelque part une explosion des potentialités, et qui du coup, alors vous voyez, juste pour illustrer voilà, vous voyez le nombre de satellites actifs en orbite. Alors ça s'arrête en 2018, mais ça continue, hein. Alors il y a le Covid, l'effet Covid a un peu stabilisé, mais ça va repartir. Donc c'est juste une illustration finalement de ce qui se passe, hein. Et on n'en est qu'au début, parce que les Chinois ont par exemple annoncé il y a 2 jours qu'ils allaient lancer une constellation de 13 000 satellites. Donc, bon, après, on pourra rentrer dans les considérations d'encombrement, de pollution, qui vont être un vrai souci dans les années à venir, mais j'en reparlerai peut-être à la fin. Voilà. Et donc, quand on regarde, en fait, on voit que, alors là, vous voyez, plus c'est foncé, plus les satellites sont petits. Voilà. On voit quand même que, alors, il y a une place pour les petits satellites, mais il y a aussi, il continue à avoir des satellites entre, on va dire, jusqu'à 100 et 500 kilos. Alors, par exemple, tous les satellites qu'utilise SpaceX pour sa constellation Starlink, hein, donc on parle aujourd'hui de plusieurs, alors je ne sais plus, c'est 42 000, mais le chiffre me paraît tellement gros, je ne me demande si je ne suis pas trompé, mais enfin, peu importe. De milliers de satellites, ce sont des satellites quand même assez gros. Donc, on voit qu'en parallèle ce qu'on appelle les nanosatellites, il y a aussi des satellites un peu plus gros pour certaines missions. Voilà, mais c'est juste pour illustrer. Alors, quand on regarde le marché finalement du spatial, alors là, c'est une vision 2018. Donc là, j'ai trouvé ce graphe qui est intéressant parce qu'il dit, en gros, en 2018, le marché du spatial, c'est 300 milliards de dollars. Et en fait, quand on regarde, il se coupe en deux. Alors, l'upstream, ce qu'on appelle l'upstream dans le langage des initiés, en fait, c'est tout ce qui sert à faire marcher tout ça. C'est-à-dire, ce sont les satellites, ce sont les lanceurs et tout ce qu'il faut au sol pour faire marcher tout ça. Parce que quand on lance des milliers de satellites, au niveau du sol, il faut s'en occuper, quoi. Parce que les satellites, en fait, tout seuls, là, ça ne marche pas très bien. Il faut toujours veiller qu'ils soient au bon endroit, il faut veiller à ce qu'ils ne se collisionnent pas les uns les autres, il faut les entretenir, quand ils sont en fin de vie, il faut les faire tomber dans l'atmosphère. Donc,
il y a toute une opération de maintenance en orbite qui est très importante. C'est ce qu'on appelle le ground. Et vous voyez que ce qui est intéressant, c'est quand même sur ces 300 milliards de dollars, on s'aperçoit que finalement la partie hardware, c'est-à-dire encore une fois lanceur, satellite, etc., c'est globalement assez petit. C'est globalement assez petit parce que le gros du business, on va dire, c'est ce qu'on appelle le downstream. Et le downstream, c'est quoi? Ce sont les services. C'est-à-dire les services qu'on peut vendre. Alors les services, en fait, il y a plein de choses que vous utilisez tous les jours et qui est basé sur le spatial. Quand vous utilisez Uber pour prendre une voiture, et ben en fait, c'est un service qui ne marche que parce que le système GPS Galileo existe. C'est-à-dire que Uber est basé sur la localisation des conducteurs, la vôtre, etc. Donc Uber, en fait, est compté comme un service, alors peut-être pas à 100%, mais en tout cas, c'est un service qui n'existe que parce qu'il y a une composante spatiale de localisation. Et des exemples comme ça, il y en a beaucoup dans les télécommunications. Aujourd'hui, il y a plein de choses qui passent par les satellites. Et voilà. Et donc, toute cette partie service, c'est celle qui est en plus fort développement. Aujourd'hui, on est aux alentours de 10%, 10% par an de développement. Alors, pourquoi ces services sont en si fort développement? Parce que les services à base de spatial ont un avantage énorme par rapport à tous les autres services numériques qu'on pourrait développer, c'est qu'ils marchent partout. Ils sont scalable. Alors, je ne sais jamais le mot français pour dire ce que scalable, mais c'est-à-dire qu'à partir du moment où j'ai développé quelque chose qui utilise des données spatiales, que ce soit des données d'observation de la Terre ou que ce soit en utilisant des satellites de télécommunication, en fait, mon service, je peux le vendre partout sur la Terre. Parce que globalement, il est, on va dire, assez indépendant des infrastructures sol. Alors, l'exemple typique, c'est par exemple les voitures. Vous savez que les voitures aujourd'hui sont de plus en plus connectées. Aujourd'hui, elles sont connectées en passant par tout un tas de réseaux, notamment des réseaux 3G, 4G, etc. Ça, c'est vachement compliqué parce que chaque fois qu'un constructeur vend une voiture dans un pays, il faut qu'il négocie des accords de communication. Je n'ai pas perdu le. Il y a toujours. Ah, parce que je ne vois plus mes slides. Attendez, hop, voilà. OK. Donc, voilà. Alors qu'aujourd'hui, la tendance, c'est que les voitures connectées, quel que soit le pays dans lequel elles sont, aujourd'hui, les constructeurs voudraient faire la maintenance, collecter des données, etc., sans être obligés de demander des accords au pays en question. Donc, typiquement, par exemple, SpaceX, toujours lui, parce qu'il est quand même précurseur, il a annoncé que son objectif était d'interconnecter toutes ces Tesla avec son système de communication par satellite, de manière à pouvoir, partout dans le monde, mettre à jour ses voitures, etc. Et dans la foulée, par exemple, Volkswagen a annoncé qu'il travaillait sur une constellation de satellites pour les mêmes raisons, des Chinois dont j'ai oublié le nom aussi, etc. Donc on voit bien que la partie services spatiaux est quelque chose qui est en très fort développement et qui va continuer à se développer dans les années à venir. Alors tout ça, ça a conduit finalement à une explosion du nombre de startups un peu dans tous les secteurs que j'ai pu citer. Donc il y a des gens qui développent des tout petits lanceurs. Parce que comme il va y avoir plein de petits satellites, les gens se disent, ces petits satellites, il va falloir les remplacer, il va falloir les lancer de façon très rapide, etc. Donc typiquement, alors chaque fois j'en ai cité un, mais je pourrais en citer plein. Il y a Rocket Labs, qui est une entreprise qui s'est développée en Australie. Aujourd'hui, il y a plus de 100 projets de petits lanceurs dans le monde, donc qui sont très souvent des startups. Donc ici, on en a 2 ou 3 qui sont en train de se créer. Ensuite, comme je vous l'ai dit, les satellites s'industrialisent puisqu'il y a des grands nombres. Donc du coup, il y a des gens qui développent des composants un peu particuliers qui pourront vendre à ces différents satellites. Alors par exemple, vous savez que ces satellites, ils ont besoin de se déplacer dans l'espace. Donc ils ont besoin de propulseurs. Donc en France, il y a 3 sociétés, dont une qui s'appelle Exotrail, mais il y en a d'autres, qui font des propulseurs pour ces satellites. Et comme je l'ai dit, il y a aussi, j'y reviendrai, des gens qui proposent des services en orbite. Enfin, il y a. Voilà. Ensuite, il y a des gens qui se sont dit, puisque l'accès à l'espace devient plus facile, proposons des services clés en main à des gens qui voudraient développer des nouveaux services
à base de satellites, c'est-à-dire qu'ils voudraient se lancer des satellites à eux. Voilà. Donc là, on a des entreprises, par exemple Loft Orbital aux États-Unis et en France, qui proposent, vous allez les voir, et ils s'occupent de tout. Vous dites, moi, je voudrais un satellite je voudrais 4 satellites qui permet de mesurer la position de tous les éléphants partout dans le monde. Et bien, vous dire, OK, pas de problème, on vous fait ça. Et en fait, on vous délivrera le service qui est la position instantanée de tous les éléphants. Je caricature, mais c'est juste pour illustrer. Ensuite, on a des gens qui fournissent des infrastructures, c'est-à-dire qui disent, moi, je vais faire des constellations ou je vais faire des satellites pour vendre des données. Alors, par exemple, en France, on a Airbus Defence and Space, donc ce n'est pas une start-up, mais c'est pour illustrer aussi, qui, eux, sont en train de lancer 4 satellites très haute résolution pour voir des objets à 30 cm. Donc, 30 cm, c'est... en gros, ils arrivent à compter les gens sur une place, pour vous donner une idée. Donc, on est vraiment dans des ultra hautes résolutions. Et eux, en fait, ils ont investi, ils ont lancé les satellites et ils vont vendre les données. Alors, Airbus, c'est un gros, mais il y a aussi des petits qui lancent des choses avec des données très particulières. On a des Finlandais qui ont fait une société qui s'appelle ICEYE, qui fait des images radar pour la navigation maritime. Donc, vous voyez, c'est vraiment des trucs très sectoriels. Et puis, on a des gens qui exploitent des services, c'est-à-dire qui, à partir de toutes ces données, développent des services. Donc, Descartes nous en parlera parce que c'est typiquement le type de société qui fait ce genre de choses. Alors, en plus de tout ça, on voit aussi apparaître des sujets un peu plus long terme, on va dire, ou un peu plus exotiques, suivant comment on voit les choses, qui sont du ravitaillement en orbite. Se dire, finalement, les satellites en orbite, il va falloir s'en occuper. Donc, pourquoi pas faire des choses de maintenance en orbite, du tourisme spatial. Donc, il y a Virgin, il y a Bezos aussi là-dessus. Alors, de la surveillance de l'espace. Alors, comme je vous l'ai dit, il va y avoir énormément de satellites dans les années à venir. Le problème, c'est que tous ces satellites, il faut les surveiller parce que, vous avez entendu tous parler des problèmes de débris, donc il faut éviter de créer de nouveaux débris. Donc, en fait, il va se mettre en place dans les années à venir une surveillance de l'espace, un peu comme la surveillance, comme le contrôle aérien. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on va s'acheminer de façon assez sûre vers un système de contrôle de l'espace parce que sinon, on va avoir des catastrophes et on va tomber sur ce qui se passe dans Gravity, c'est-à-dire des effets de chaîne avec énormément de débris et donc une impossibilité d'utiliser tout ça. Et alors après, il y a de l'exploitation minière, alors ça, d'astéroïdes. Ça, à titre perso, c'est un peu plus compliqué, mais il y a quand même des startups là-dessus. Des startups qui font de la fabrication en orbite, parce qu'il y en a qui disent mais finalement, pourquoi fabriquer des choses au sol et les envoyer? Pourquoi ne pas fabriquer des choses directement dans l'espace? Donc, il y en a qui réfléchissent à des usines en orbite. Ça, ce sont que quelques exemples, mais dans tous ces exemples-là, il y a pas mal de startups avec certaines qui ont des technologies à défaut de marché, mais des technologies très intéressantes. Donc, on voit qu'on a un panel, effectivement, de startups très intéressant. Et tout ça, du coup, ça conduit ces dernières années à un big bang des investissements publics et privés dans toutes ces entreprises, partout dans le monde. Donc, voilà, c'est juste pour illustrer, mais voilà. Alors, en Europe, on a même des fonds spécialisés espace. On en a un en Angleterre qui s'appelle Seraphim. On en a un certain nombre qui sont des fonds qui n'investissent que dans des sociétés spatiales, c'est-à-dire qui rentrent dans toutes les catégories que je vous ai indiquées. Mais aujourd'hui, ça va bien au-delà, parce que quand on fait un service comme Sébastien, qui touche plutôt le risque climatique, les assurances, etc., on voit bien que certes, ça utilise un peu de spatial, mais ça utilise aussi plein d'autres choses, et c'est dans un domaine qui est finalement bien au-delà du spatial. Donc, je veux dire, il n'y a pas que les fonds spatiaux qui doivent s'intéresser à tout ça, et c'est d'ailleurs l'objet, effectivement, du séminaire de ce matin. Alors, du coup, aujourd'hui, il y a l'essentiel des startups, c'est quand même aux États-Unis. Clairement, voilà, c'est quand même l'Eldorado. Alors, nous, en Europe, il y en a pas mal, mais aujourd'hui, c'est quand même... Alors, en France, on a une vraie difficulté, parce qu'on a beaucoup de création de startups, mais on a une difficulté sur les accès au financement privé. Et puis, comme je l'ai dit en préambule, là,
les modalités d'investissement d'argent public sont essentiellement de l'aide à l'innovation et pas de l'aide à l'achat public du CNES, etc., ce qui pose un certain nombre de problèmes aux entreprises. On pourra en reparler. Voilà. Alors, pour finir, je vais faire 2 petits zooms sur les nanosatellites avec quelques exemples, juste pour illustrer quelques exemples d'entreprises, hein, vraiment très simplifiés, forcément faux, parce que quand on simplifie, on est faux. Donc, si je prends les nanosatellites, donc vous voyez, les nanosatellites, c'est un bout du marché des satellites. Voilà, donc on voit effectivement l'évolution en termes de nombre, hein, les estimés aujourd'hui en termes de nombre. Hein, aujourd'hui, les estimés, c'est à peu près 1000 par an, lancement sur les nanosatellites. Hein, donc, du coup, ce n'est pas les constellations de Musk et tout ça. Hein, c'est vraiment les petits satellites. Voilà, donc on voit qu'il y a une évolution assez forte, hein, du coup, des marchés quand même assez importants, avec beaucoup d'applications sur les télécommunications, comme toujours, et sur l'observation de la Terre. Je vais passer là-dessus. Je passe là-dessus. Alors, juste pour donner quelques exemples. Donc voilà, ExoTrace, j'en ai déjà parlé. Donc un système de propulsion. Voilà, donc l'idée, c'est effectivement de dire on va être capable de fournir ce petit système de propulsion modulaire. Et tous les gens qui voudront mettre ça sur le nanosatellite, on vend une petite boîte là qu'on vient mettre sur le nanosatellite et qui permet au nanosatellite de se positionner dans l'espace. On a des gens qui font des plateformes standards. GomSpace, c'est quasiment le plus avancé, je crois, en Europe. Il y a peut-être Spire, donc c'est pas un Français, c'est un Finlandais, je crois, qui a industrialisé, vous voyez, des plateformes. Donc eux, on peut aller les voir pour dire, ben, moi, je veux 1, 2, 3, 4 satellites qui font ça. Et en fait, eux se débrouillent pour vous le mettre dans la boîte qui vont bien. Donc voilà, donc on est presque dans un fabricant d'automobiles, là, à part les séries. Mais sur l'esprit, on a un certain nombre de modèles et on choisit en fonction de ses besoins. Donc ça, c'est aussi assez nouveau, hein, GomSpace, par exemple. Alors du coup, on a des gens, ça c'est Unseen Lab, que vous connaissez peut-être, qui est une entreprise basée en Bretagne, qui eux, en fait, ont dit, bah, nous, on a une idée d'un capteur qui va nous permettre de détecter des bateaux de façon un peu innovante. Pour ça, ce capteur qui est assez petit, qu'ils ont réussi à miniaturiser, ils sont allés voir GomSpace et ils leur ont dit, ben voilà, mettez-nous ce capteur sur des satellites, fabriquez-nous les satellites, lancez-les, et nous, on va exploiter le service. Donc, c'est ce qu'ils ont fait. Je crois qu'ils ont, je ne sais plus si 2 ou 4 satellites en orbite. Voilà, donc ça, c'est une entreprise française. Et aujourd'hui, ils commencent à vendre des services pour tout ce qui est pêche illégale, etc. Donc là, on voit que eux, l'intérêt de sociétés comme ça, c'est que en achetant leurs propres satellites, ils ont une différenciation. C'est-à-dire, ils introduisent un ticket d'entrée, puisque quelqu'un qui voudrait les concurrencer, il faudrait qu'il trouve un moyen d'accéder à des informations équivalentes qui ne sont pas aujourd'hui complètement disponibles sur le marché. Donc on voit, ça c'est une tendance aussi, c'est de la verticalisation quelque part. C'est des gens qui disent pour se différencier dans la vente de leurs services, on s'achète nos propres satellites. Donc, je ne sais pas si c'est dans les plans des cartes, mais je sais que c'est dans les plans de certaines entreprises, de certaines startups de services qui disent, plutôt que d'utiliser des données, je dirais, publiques, enfin, ou que je peux acheter, je vais lancer mon propre satellite pour avoir une différenciation et pour introduire une barrière d'entrée pour de potentiels compétiteurs. Et ça, c'est quelque chose qui est possible aujourd'hui, qui ne l'était pas il y a encore 5 ans, je dirais. Et puis, on a effectivement la possibilité pour certains de faire des constellations de petits satellites. Donc, Kineis, par exemple, c'est une société française qui va lancer 25 satellites assez petits pour faire de l'Internet des objets par satellite, pour que des objets, où qu'ils soient dans le monde, puissent communiquer et envoyer leur position, des paramètres, etc. Voilà, donc ça, c'est juste pour illustrer quelques entreprises sur les nanosatellites. Pardon, excusez-moi. Et ensuite, j'ai pris un zoom sur les services. Donc, sur aujourd'hui, tout ce qui est climat-environnement. Alors là, on trouve plein de choses. Donc, j'ai vraiment pris quelques échantillonnages, mais si ça vous intéresse, on aura plein d'entreprises. Weatherforce, donc ça, c'est une entreprise d'ici qui utilise des données satellitaires combinées des données météo locales pour fournir des services directement à des agriculteurs, notamment dans les pays en développement. Voilà, pour leur permettre de savoir quand récolter, éventuellement des attaques de maladies, des probabilités d'attaques de maladies, etc. Et en fait, ils se développent beaucoup dans les pays émergents.
là-dessus. Il y a des entreprises, IC, c'est une entreprise qui travaille sur l'érosion côtière et sur les risques côtiers. Donc, grâce à des informations satellitaires, ils mesurent les érosions et du coup les risques d'effondrement, etc. On a Descartes Underwriting, donc sur tout ce qui est risque, assurance, mais Sébastien en parlera un peu plus longtemps après. Voilà, donc c'était 3 exemples, mais aujourd'hui, on a beaucoup d'entreprises sur ces domaines-là qui travaillent effectivement sur le volet climat-environnement. Alors aujourd'hui, avec plus ou moins de facilité sur les financements, je pense que Sébastien, lui, c'est un bon exemple. Je pense qu'ils ont trouvé des marchés intéressants. On a plein d'entreprises qui ont des choses très intéressantes, mais sur lesquelles les modèles économiques sont un peu compliqués aujourd'hui. Alors, ça va sans doute bouger avec l'apparition finalement des points, avec le développement du marché carbone, etc. Il va y avoir des axes de développement, mais bon, c'est quelque chose d'un peu compliqué. Voilà, donc de mon côté, voilà une présentation un petit peu synthétique. Je vais vous laisser la parole à Emmanuel de la Pacili, de la Caisse des dépôts, parce que ça fait le lien avec effectivement ce que j'ai présenté. Emmanuel, si tu veux bien. Merci Philippe. Merci déjà de m'inviter à prendre la parole lors de ce webinaire. Bonjour à tous, Emmanuel Passy, moi je suis à la Caisse des dépôts, je suis en charge d'un pôle d'investisseurs qui travaille sur des sujets villes et territoires intelligents. Et avant de vous expliquer ce que nous faisons, peut-être faire une petite introduction sur le contexte qui nous amène ici. Nous, on travaille au sein de mon pôle autour de l'accompagnement des collectivités territoriales, des politiques publiques des collectivités territoriales. Donc, dans mon pôle, on travaille sur des sujets de relations citoyennes, du numérique au service de l'aménagement du territoire, des sujets autour de la mobilité, autour des plateformes de données. Et quand on a commencé à se poser la question, bon, des plateformes de données, c'est bien, mais il faut aussi trouver des données, il faut des données de qualité. Alors, est-ce qu'on couvre le territoire de capteurs? Est-ce qu'il n'y a pas d'autres sources de données? Donc, on a cherché un petit peu partout. Et puis, assez rapidement, on s'est dit, mais la donnée satellitaire a plein d'avantages. A priori, comme ça, quand on regarde ça de loin, elle est disponible sur l'ensemble du territoire, elle est de qualité uniforme sur l'ensemble du territoire, peut permettre d'avoir des services qui sont comparables d'une collectivité à une autre. Donc on a commencé à se poser la question, mais est-ce qu'il y a des services qui travaillent sur ces données-là pour le compte des collectivités territoriales? Est-ce que ces données sont suffisamment exploitées? Et c'est dans ce cadre-là qu'on a été amené à discuter avec Aerospace Valley et avec d'autres partenaires éventuels et sachant du monde du satellite et du potentiel spatial. Et on a commencé à identifier des solutions plus ou moins avec un spectre plus ou moins large. Mais le constat que nous faisons aujourd'hui, à date, c'est quand même de se dire qu'on a l'impression que ces données-là sont largement sous-utilisées, que ce soit pour l'identification de la trame verte, tous les sujets autour du climat et de l'environnement, de la gestion des risques, comme ça a été évoqué, et probablement plein d'autres choses encore avec le développement des satellites, avec l'augmentation de la précision, de la qualité des images, de la fréquence de rafraîchissement, de la disponibilité des images, et puis la baisse du coût aussi, même si dans le coût, on n'a pas seulement le coût d'accès à la donnée, mais on a aussi son coût de traitement. Voilà, aujourd'hui, nous, on en fait un sujet à part entière, c'est de se dire, est-ce qu'on peut trouver des pistes d'investissement qui aideront les collectivités à avoir accès à ces données-là. Alors, nos clients, ce sont les collectivités territoriales, ce sont les bailleurs sociaux également. Donc, on est à l'écoute des projets
qui exploiterait ces données d'origine satellitaire et qui permettrait d'offrir ou de fournir gratuitement ou pas des services aux collectivités territoriales. Donc notre intervention au niveau de la Caisse des dépôts sur ces sujets-là, on est un investisseur, donc moi je suis à la direction de l'investissement, donc on prend des participations, soit dans des startups qui ont un lien avec les politiques publiques, donc soit qui ont des collectivités comme clientes, soit d'autres opérateurs privés, hein. On n'est pas sur du B2G exclusif. On travaille aussi avec des startups qui vendent à des opérateurs urbains ou à tout type d'acteurs sur le territoire. On s'attache à faire en sorte que les services sur lesquels on investit nous paraissent bénéfiques pour les territoires et cohérents avec la stratégie des collectivités sur leur territoire. On peut aussi monter des sociétés de projets. Ça, c'est des choses qu'on fait aussi régulièrement avec les caractéristiques d'une société de projet, montée avec un industriel pour développer un pan d'activité qui, en général, est proche de l'activité cœur de l'industriel, mais sur lesquels il voit un intérêt à pas partir seul. Et donc, on fait ça assez régulièrement, de développer une société de projet pour porter une offre spécifique et la développer avec un industriel ou un consortium d'industriels. Voilà, on est investisseur minoritaire, on essaye d'être actif au-delà de l'apport financier qu'on peut avoir avec les startups ou les sociétés de projet, et on essaye d'accompagner le développement des sociétés dans lesquelles on investit. Voilà ce que je pouvais dire sur notre intervention. N'hésitez pas à poser des questions, à demander des compléments. Je suis à votre disposition. Merci beaucoup, Emmanuel. Sébastien, puis Julien, vous voulez peut-être illustrer effectivement à la fois Sébastien, toi, t'expliques un petit peu, voilà, que tu complètes ce que j'ai dit, qui était forcément très simple, un peu simplifié, et Julien sur le volet investisseur, voilà, pour expliquer un peu ce que vous faites et puis la logique d'investissement peut-être. Voilà, je ne sais pas. Vas-y, Sébastien. Parfait, très bien. Bonjour à toutes et à tous. Donc, je suis Sébastien Pillet, un des fondateurs de Descartes Underwriting. Donc, ce que nous faisons chez Descartes Underwriting, c'est que nous développons des produits d'assurance innovants en partenariat avec des courtiers, des sociétés d'assurance et de réassurance et des sociétés technologiques pour mieux, en fait, assurer les grandes entreprises contre les aléas climatiques et les catastrophes naturelles. Donc aujourd'hui, on a des bureaux à Paris, à Houston, à New York et à Singapour. On aura bientôt des bureaux dans d'autres pays, dont l'Australie et Londres, et le Royaume-Uni. On a des clients un peu partout dans le monde, mais qui sont pour la quasi-totalité des grandes entreprises qui cherchent à se couvrir contre des catastrophes naturelles et des aléas climatiques. Et on le fait de manière innovante, car on développe des produits qui remplacent les experts sinistres par des satellites et des objets connectés, et parfois en combinant les deux, en partenariat donc avec des courtiers avec qui on discute les besoins des clients, des assureurs et des rassureurs qui à la fin vont payer les sinistres et qui en quelque sorte nous confient la tâche du développement du produit, et des sociétés technologiques qui en fait garantissent l'indépendance des données qu'on va utiliser. Donc, par exemple, si on va détecter un ouragan, si on va détecter une inondation, on a besoin d'une partie tierce qui va en fait garantir que le règlement du sinistre va être fait de manière complètement indépendante, parce que si c'est Descartes qui avait ses propres données et qui lançait ces satellites, les clients pourraient penser qu'on aurait intérêt à ne pas payer les sinistres. En tout cas, il y aura un conflit d'intérêts évident. Et donc, c'est pour ça qu'on lancera sans doute jamais de flotte de satellites. Et on est très content d'avoir différents partenariats avec différentes sociétés de la RSS Valley. Voilà, nous, on est vraiment bénéficiaires de l'écosystème français. Voilà, on construit avec différentes startups dans le spatial des nouveaux produits d'assurance, que ce soit pour couvrir des agriculteurs aux États-Unis, des vignobles voilà, en France ou en Australie,
voilà, on est vraiment très heureux des partenariats qu'on noue avec ces entreprises technologiques et qui ont parfois en fait du mal à monétiser leur technologie. Nous, on a une bonne compréhension de leur technologie, ce qui nous permet d'avoir des discussions faciles avec eux. Et on a aussi une vision très claire des besoins de nos clients. Donc, on a bénéficié très tôt du soutien de Blackfin, donc en seed et aussi en série A. On a finalisé une série A l'an dernier, toujours avec Blackfin. Et en seed, Blackfin était le seul investisseur, tandis qu'en série B, il y a 2 autres fonds qui sont joints à nous. Mais voilà, donc on est reconnaissant du soutien de Julien depuis les débuts. Et je pense que ça fait une bonne transition pour Julien. J'ai compris qu'il fallait que je sois court. Merci Sébastien. Julien, juste voilà, que tu expliques un peu ce que tu peux nous expliquer, hein, mais en tout cas, voilà, comment toi tu vois les choses en tant qu'investisseur, à la fois sur Descartes, mais plus généralement peut-être sur les opportunités du spatial, si vous avez voilà, un témoignage. Merci Philippe, merci pour l'invitation. Moi, je suis Julien Creuset, je travaille chez Blackfin. Blackfin, on est un fonds d'investissement 100% spécialisé sur les services financiers. Donc, on investit exclusivement dans les sociétés de services financiers, à la fois banque, marché de capitaux et assurance, avec 2 activités, une activité private equity et une activité capital innovation. Moi, je m'occupe de la partie capital innovation qui est investie chez Descartes en début 2019. Et donc, notre focus sectoriel, FinTech et AssurTech, ça fait qu'on regarde le spatial sous un angle évidemment plutôt applicatif et service. Donc, utiliser effectivement ces données satellitaires qui sont plus abondantes et moins chères du fait du lancement de nombreux satellites sur les 10 dernières années pour des applications dans les services financiers. Donc, Descartes est évidemment une des applications importantes et c'est une société dans laquelle on a investi. On a également regardé d'autres sujets sur les marchés de capitaux, typiquement dans les marchés des commodités, utiliser la donnée satellitaire pour évaluer les stocks de pétrole à l'échelle mondiale, qui est une société française qui fait ça, qui s'appelle Kairos, par exemple. On l'a également regardé sous l'angle à nouveau commodité, mais plutôt suivre les flux de bateaux. Donc, il y a une société française également qui s'appelle Kepler ou une société anglaise qui s'appelle Vortexa sur ce sujet-là. Donc, ils suivent avec des satellites les bateaux et ils savent qu'un tanker va plutôt arriver à New York qu'en Europe. Et donc, ça va avoir une influence sur les prix des matières premières. Et donc, ça permet à des traders de se positionner ou de se couvrir. Donc ça, c'est une autre application. En marché de capitaux, il y a aussi des applications sur les données alternatives, donc plutôt sur les marchés equity, pour aller suivre l'ensemble des parkings des magasins Walmart et pouvoir estimer à partir de ça le chiffre d'affaires de Walmart. Et donc, quelques jours ou quelques semaines avant la publication des résultats, avoir une estimation assez fine du chiffre d'affaires de Walmart et à nouveau pouvoir se positionner par rapport au consensus. Donc ça, c'est des applications qu'on voit. Sur l'assurance, l'application principale, c'est celle de Descartes, qui est d'utiliser de la donnée satellitaire pour construire un produit avec un paiement en cas de sinistre quasi automatique ou automatique, basé sur justement ces données satellitaires. Et puis, sur un sujet peut-être un peu plus nouveau, sur lequel les applications sont encore pour moi assez encore en phase bêta plus que vraiment en production, c'est utiliser les données satellitaires pour mesurer les émissions et typiquement être capable de faire une note ESG ou ISR d'une entreprise. Donc, je sais pas, une entreprise Nike. Si je veux survoler ses usines, je vais être capable de, c'est pas le meilleur exemple, c'est plutôt une entreprise industrielle, donc typiquement Solvay. Je vais survoler ses usines, je vais être capable de voir si ce qu'elle raconte dans ses chiffres, dans ses rapports annuels, est la réalité, ou s'il y a des émissions qui peuvent être des risques réputationnels ou environnementaux. Donc ça, c'est aussi une application, mais qui pour moi est plus émergente, mais sur lequel on commence à passer du temps. Voilà un certain nombre d'applications des données satellitaires pour les fintech et les assurtech. D'accord. Merci Julien, très intéressant, effectivement. Emmanuel, on a une question pour toi qui pourrait intéresser tout le monde. C'est ce que tu as cité très rapidement pour les sociétés de projet, sur les secteurs dans lesquels tu
tu souhaitais, vous interveniez, s'il y avait des choses prioritaires ou pas. Alors, oui, alors les secteurs prioritaires, en fait, nous on intervient sur toutes les compétences, tout le champ de compétences des collectivités territoriales. Donc évidemment, le secteur environnemental est très important, mais on a aussi des sujets sur la mobilité, sur l'aménagement. Tous les champs de compétences des collectivités de tout niveau, de la commune jusqu'à la région. Donc, ça fait un champ d'application qui est assez large. Ouais. D'accord, ok. Alors, je ne sais pas s'il y a des questions autres ou je ne sais pas si des gens ont des questions. Je ne sais pas comment, du coup, avec ce système, comment ils les posent que par le chat. Il n'y a pas de possibilité de les poser oralement, je ne sais pas, en fait. Mince, je ne sais pas comment ça marche, ça. C'est par chat. Alors, j'ai une autre question. Voilà. Ah, voilà, on peut poser les questions là. Moi, du coup, j'ai une question, effectivement, plutôt sur le. Je reviens sur le volet investissement parce que, effectivement, comme tu l'as dit, Sébastien, comme Julien aussi, tu l'as abordé. Aujourd'hui, quand même, ce dont on s'aperçoit, c'est que on a pas mal d'entreprises, effectivement, qui travaillent sur des services autour alors, le climat, environnement, etc. Et en fait, aujourd'hui, elle se pose quand même toute la question des modèles économiques, Mm. des marchés, tout bêtement, en fait. Qui va payer pour tout ça? Et je voulais juste savoir si vous pensez qu'il y a des choses qui vont bouger au niveau réglementaire, qui vont faire que. Enfin, tu parlais effectivement des mesures des émissions carbone peut-être de chaque entreprise, mais est-ce que, à votre avis, il va y avoir dans les années à venir, enfin dans les années, pas dans 20 ans, mais assez rapidement, finalement des réglementations qui vont faire qu'il va y avoir des marchés qui vont s'ouvrir sur tout ça, quoi. Que ce soit de la déforestation, que ce soit, enfin, je veux dire, on peut mettre plein de choses là-dedans. Je ne sais pas ce que vous en pensez, que ce soit Sébastien ou Julien ou Emmanuel, votre avis là-dessus. Moi, je peux répondre en tout cas pour la science, qui est un secteur très réglementé. On est, enfin voilà, à plusieurs égards, mais il y a des impacts. En fait, je vois aussi une question sur les enjeux legal et compliance. Donc, il y a un des enjeux en fait cruciaux sur la modification du secteur de l'assurance qui est entraîné par ces changements technologiques. Dès lors qu'on remplace par un satellite un expert sinistre pour aller vite, il y a plein de questions qui se posent sur l'intérêt assuré, comment on vérifie que ce qu'on vend est bien un produit d'assurance. Donc, dans les contrats, c'est extrêmement en fait précis et détaillé pour justement pour garantir le fait qu'on vend bien un produit d'assurance et pas un dérivé financier, par exemple. Donc, on fait à chaque fois très attention à vérifier qu'il y a bien un intérêt assuré derrière la demande d'un client et qu'on règle bien des sinistres. C'est-à-dire que quand un satellite détecte un sinistre, il y a bien un sinistre sur place. Voilà, c'est des questions qui sont à la fois anciennes et nouvelles. Anciennes parce qu'on avait les mêmes soucis avec des experts sinistres, c'est-à-dire que quand on envoie quelqu'un sur le terrain, il y a toujours une part d'incertitude pour estimer les pertes. C'est souvent malheureusement l'expérience des assurés qui constatent que l'expert sinistre n'a pas forcément la même estimation des pertes que l'assuré. En fait, on a les mêmes genres de problèmes avec les satellites, c'est-à-dire qu'il faut bien vérifier la perte et nous on le fait de manière plus transparente parce que tout est défini à l'avance, alors que quand on envoie un expert sinistre, il y a une incertitude humaine, mais derrière il y a des enjeux juridiques assez importants pour en fait que le droit s'adapte à ces nouveaux usages et que nous adaptions en fait nos contrats au droit actuel pour vérifier que voilà on respecte bien toutes les contraintes juridiques et réglementaires. Sachant que ces contraintes sont très différentes d'un pays à un autre, il y a certains régulateurs qui considèrent qui mettent pas trop de contraintes sur les produits d'assurance paramétrique et d'autres qui en mettent plus. Voilà, pour nous c'est un enjeu très important puisqu'on travaille sur tous les continents et dans un très grand nombre de pays. Et donc les contraintes réglementaires, voilà, ça font partie des sujets qu'on adresse au jour le jour. Je ne sais pas si j'ai répondu à la question. Julien? Alors, mon point de vue, c'est de dire que si on utilise les données satellitaires, souvent c'est pour avoir des produits sur une couverture, je dirais mondiale.
Et du coup, je me reposerai pas forcément sur une évolution réglementaire pour construire ma société ou mon service. C'est plutôt de voir une évolution d'usage ou en quoi cette technologie-là permet de faire les choses vraiment moins chères que ce qui se fait aujourd'hui. Donc, l'exemple de Descartes, il est extrêmement parlant. Hein. C'est utiliser les données satellitaires pour avoir un produit d'assurance qui est moins cher et plus pertinent pour l'assuré parce qu'il va être indemnisé très rapidement en cas de sinistre, alors que ça prendrait des mois ou des années avec son assureur. Sur les évolutions sociétales, je dirais la partie ESG, pour moi, elle est majeure. Il y a une tendance de fond et donc mesurer les émissions, être capable d'utiliser cette technologie-là pour mieux mesurer, mieux comprendre les émissions. Je pense qu'il y a quelque chose de très profond qui n'est pas forcément réglementaire et qui est plutôt d'évolution d'usage. Ok. Alors, on a quelques autres questions que je vais prendre. Alors, il y en a une première, c'est sur les enjeux légal et compliance du secteur spatial. Alors, bon, je ne suis pas un spécialiste, mais globalement, aujourd'hui, si je comprends bien la question, c'est les enjeux, c'est en fait, les enjeux majeurs, il y a deux choses. Il y a les occupations de fréquence. Il faut savoir qu'en fait, le principal problème dans l'espace, c'est pas tellement l'encombrement physique, enfin pour l'instant, parce qu'il y a quand même beaucoup de place dans l'espace, hein, parce qu'on peut mettre des satellites à 600, on peut mettre des satellites à 601, à 602, à 603 km. Donc, je veux dire, il y a beaucoup de place. Mais le problème, c'est l'encombrement des fréquences. C'est-à-dire que tous ces satellites, ils communiquent et au bout d'un moment, tout ça, ça fait un gloubi-boulga de fréquences. Donc, aujourd'hui, c'est là qu'il commence à y avoir des problèmes, surtout pour ce qu'on appelle les méga-constellations. Voilà, donc les enjeux, il y a beaucoup d'enjeux autour de ça. Et le second enjeu qui, là, va aboutir à une création, effectivement, une vraie création de valeur, c'est ce qu'on appelle le STM, Space Traffic Management, c'est-à-dire la possibilité de surveiller et d'agir sur surtout l'espace proche, c'est-à-dire de surveiller tout ça, alors à la fois pour des besoins civils et des besoins militaires. Hein. Je n'ai pas beaucoup parlé de défense, mais on pourrait en faire tout un séminaire, parce que ce sont des problématiques qui sont majeures actuellement. Donc ce volet de surveillance de l'espace va être un volet qui va être drivé par de la réglementation internationale. Personne ne voit comment on pourrait faire autrement là-dessus. Donc je dirais voilà. Et ensuite, on a d'autres types de réglementations qui sont la pollution en orbite, l'utilisation effectivement de choses un peu propres pour les lancements. Enfin, je veux dire, mais on va dire le vrai driver, ça va être quand même le Space Traffic Management qui, en termes réglementaires, va sans doute changer pas mal de choses dans les années à venir. Donc, il y avait une question là-dessus. Ensuite, il y avait une seconde question sur les marges d'erreur sur les données satellitaires, avec un risque zéro. Alors, ça, c'est une vraie… alors là, je vais peut-être laisser parler Descartes. Voilà, mais c'est un vrai enjeu. Alors, surtout avec l'apparition de l'intelligence artificielle. Parce que l'intelligence artificielle a des tas de qualités. Elle permet de sortir des choses assez incroyables d'images. Donc, l'intelligence artificielle se prête très bien à l'exploitation de données spatiales. Maintenant, l'intelligence artificielle a un petit problème, si je peux dire, c'est qu'on a du mal à quantifier les erreurs. C'est-à-dire que avec un algorithme habituel, généralement, on est capable de dire le taux de succès ou la probabilité de succès et de temps. Sur des algorithmes à base d'intelligence artificielle, c'est beaucoup plus compliqué. Et c'est peut-être un frein. Sébastien, peut-être que vous êtes peut-être ça. Alors, on est très soucieux d'analyser en fait les données et les modèles qu'on utilise pour vérifier que ce risque est minimum. Mais voilà, il faut aussi prendre conscience d'où l'on vient. C'est-à-dire que nos clients aujourd'hui, parfois, ils attendent 2 ans avant attendaient 2 ans avant d'être payés après un sinistre. Donc, c'est la réalité de clients. Par exemple, on a discuté avec des hôtels, voilà, des gros hôtels qui avaient subi des pertes dues à un ouragan. Ils avaient dû attendre 2 ans avant d'être payés et de commencer à recevoir de l'argent, avec des débats en fait infinis sur le montant des pertes. Donc, il y a un risque dans l'assurance qui existe aujourd'hui, qui est voilà une sorte de décalage entre le montant des pertes estimé par le client et le montant des pertes estimé par l'assureur. Donc, on réduit cette différence. On réduit ce qu'on appelle, en termes techniques, le risque de base, donc la différence entre la perte réelle et la perte estimée.
Mais il y a toujours un risque. On fait attention à ce que ce risque soit faible. C'est aussi pour ça qu'on se concentre sur les grandes entreprises. On a commencé par les grandes entreprises puisque c'est des clients qui sont sophistiqués et qui sont à même de comprendre nos produits qui sont assez techniques. Donc on fait à chaque fois très attention. Il y a différents niveaux en fait où ces questions interviennent. Sur la source de données, donc il faut qu'on ait des données qui soient fiables. Donc on peut pas, s'il y a une nouvelle constellation qui a que 2 satellites, c'est plus compliqué de travailler avec cette constellation. Mais là encore, voilà, on discutait pas plus tard que je discutais pas plus clair que l'année dernière avec un client américain qui était content d'utiliser des satellites parce que justement ça venait en secours en fait de stations au sol qui pouvaient être détruites par une catastrophe naturelle. Donc là encore, les satellites permettent d'avoir une solution assurantielle plus sûre. Après, il y a une question sur les modèles qu'on utilise, parce que parfois, on prend pas, il y a les données brutes qui sont collectées par les satellites, mais ensuite, il faut un modèle pour estimer les pertes. Et là encore, on est extrêmement précautionneux et on repose assez peu sur des modèles d'intelligence artificielle pour estimer les sinistres. On les utilise pour nous, de notre côté, pour estimer le risque, mais pas pour estimer les sinistres. Donc, on fait beaucoup d'efforts pour avoir des modèles qu'on appelle physiques. On pourrait vraiment avoir une explication et une vision très claire des phénomènes naturels qui viennent causer des pertes financières. Donc, on minimise le risque lié à l'IA. En revanche, dans nos modélisations de risque, on utilise bien entendu l'intelligence artificielle. Mais le client ne peut pas en souffrir au sens où des imprécisions du côté boîte noire parfois de l'intelligence artificielle, puisque on n'utilise pas cette couche-là pour régler des sinistres. Juste pour compléter ce que tu dis, merci Sébastien. Juste sur l'utilisation de l'intelligence artificielle, aujourd'hui, il y a des tas d'études justement un petit peu théoriques, mais pour viser à quantifier les erreurs et du coup de l'intelligence artificielle, je pense que d'ici quelques années, il y aura effectivement des façons de prédire en fait les taux d'erreur d'algorithmes à base d'intelligence artificielle. C'est en cours de travail au niveau académique, je dirais, sur ces sujets-là. Notamment à Toulouse, là, il y a un institut de recherche qui s'est spécialisé sur ce domaine-là. Parce qu'à partir du moment où on utilise les intelligences artificielles pour prendre une décision, il faut qu'on connaisse quelque part les taux d'erreur potentielle. Alors, quand on veut mettre ça dans des avions, je ne vous dis pas. Voilà. Écoutez, il est 11h, donc on va s'arrêter là. Merci encore une fois, Emmanuel, Sébastien et Julien. Merci à vous. Merci Philippe. Merci à Léa qui est à côté de moi, qui a organisé tout ça côté Aerospace Valley. Et puis, donc tout le monde aura nos coordonnées et j'espère qu'on pourra continuer à instruire ces dossiers avec certains d'entre vous, puisque c'était un peu l'objectif de cette première réunion. Voilà, donc merci de votre attention et merci encore à tous les participants et les organisateurs. Merci à tous. Merci beaucoup, bonne Philippe. journée. Au revoir. Merci à tous. Pour rappel, vous pourrez donc retrouver le replay de cet événement sur la chaîne YouTube de Finance Innovation que je vous link dans le chat. Merci à tous et une très bonne journée. À très bientôt.